Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce débat de l'envers de Paris avec nos deux actrices et Christiane Page qui est avec moi, qui anime ces débats dans le cadre du collectif Théâtre et Psychanalyse. Et ce soir, j'avais invité Daniela Arpin qui est avec nous, qui est donc psychanalyste et qui est analyste de l'école. Donc elle est dans une période où elle témoigne d'avoir conclu son analyse. Et donc voilà, c'est intéressant qu'elle ait accepté. Je la remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer notre débat en donnant la parole à Caroline. Première question, donc vous avez réussi quand même un spectacle qui témoigne de votre amour pour la psychanalyse, quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. Je voulais, pour commencer ce débat, on va voir en quoi votre spectacle est précieux pour nous. Peut-être vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous a donné envie de monter ce spectacle, comment c'est venu le processus qui vous a conduit à cette réalisation, à cette écriture, à cette construction. Voilà, déjà, qu'est-ce qui a abouti à cet objet nouveau genre? Alors, bon, d'abord, quand on est, ça fait une vingtaine d'années que j'ai la compagnie, qu'on a créé avec au début ma sœur la compagnie Tessem pour faire du théâtre, après avoir fait du théâtre avec Pomme Savary. J'ai créé la compagnie, puis j'ai voulu faire du théâtre, donc ça fait quand même un certain nombre d'années que je travaille ce théâtre, et petit à petit j'en suis venue à un théâtre comme ça qui mélange la musique, la vidéo, un théâtre qui cherche parmi plusieurs modes d'entrée du langage. Donc voilà. Et j'avais envie de faire un nouveau... On ne sait jamais sur quoi on va écrire. Et en même temps, je me rendais compte que dans mon écriture, il y avait toujours quelque chose qui était... j'avais envie de toucher un endroit vrai. Voilà. De toucher quelque chose de vrai. Vrai au théâtre. C'est compliqué, mais j'avais envie de toucher ça. Et du coup, je me suis dit, je veux travailler autour de mon analyse, peut-être pour essayer d'aussi en boucler quelque chose. Je ne sais pas si c'est terminé, mais en tout cas en boucler quelque chose à travers cette création. Et voilà, j'ai donc vécu le deuil, et au moment du deuil, j'ai commencé à relire tous mes carnets. Et là, j'ai commencé à y extraire les séances que j'avais depuis 20 ans décrites, en fait. Je décrivais tout à l'époque. Et donc, j'ai commencé à les extraire, et à partir de là, j'ai commencé à travailler. Et ce qui a été assez fort pour moi, c'est aussi de vivre cette perte, en fait, ce deuil, et en même temps de me lancer dans ces répétitions et d'en ressentir une telle force, quoi, une telle puissance que ça m'a accompagnée pendant un an, ce moment où je m'enfermais dans un studio, puis je faisais toutes les voix, je cherchais, je collabore avec Mathilde Braun et Philippe Metz, donc je leur montrais, je leur montrais là où j'en étais, je me baladais avec mon ordinateur dans le studio, voilà, et petit à petit, j'en suis venue à construire cette chose-là comme ça. Voilà, c'est aussi, je pense, un moment d'arrêt, en fait, de quelque chose que j'ai pu vivre, qui a fait que il m'a semblé essentiel de faire un point, de boucler quelque chose avec l'analyse, et quelque chose qui continue. Ça c'est quelque chose que je ne savais pas, mais ce que je vis là tous les jours, en tout cas, c'est que la chose, elle continue à travailler. Elle continue à travailler tous les soirs. Elle continue à me parler, et j'espère parler au public, et surtout éveiller des espaces aussi partagés. Voilà. Oui, je voulais vous demander aussi, dans votre rapport à la psychanalyse, est-ce que vous êtes comédienne, vous êtes metteur en scène, est-ce que dans les autres spectacles aussi, la psychanalyse prend part, je dirais, d'une certaine manière? Comment vous travaillez, quand vous travaillez avec vos comédiens, ou quand vous écrivez un texte, ou est-ce que c'est le premier spectacle dans lequel la psychanalyse est présente? Là, elle est présente de façon très forte, mais elle pourrait être présente aussi d'une autre manière dans vos autres spectacles. Voilà, comment ça s'est construit tout au long de votre parcours de comédienne? Bon, quand on
ouais, quand on fait du théâtre, quand on est en analyse, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Il y a énormément de transformations aussi par rapport à soi, par rapport aux autres. Le rapport aux autres, c'est pas les mêmes, évidemment, que quand on ne faisait pas d'analyse. Mon analyse, elle a été longue. Et c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, c'est la première vraiment tentative de vraiment y inclure cette orientation. D'ailleurs, maintenant, je ne la quitterai plus. Une fois que la porte est ouverte, on ne la referme plus. Mais peut-être, en tout cas, par contre, dans la direction d'acteur, peut-être j'avais déjà commencé un peu une orientation pour introduire déjà quelque chose qui est l'équivoque des mots. Voilà, j'aime bien, je n'aime pas quand les phrases sont trop fermées. J'aime bien quand on laisse toujours voilà, quelque chose qui n'est pas, on sait qu'un mot, il n'est pas une seule chose. Voilà. Essayer de travailler sur cette ouverture au niveau des mots. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à faire dans la direction d'acteur. Et aussi dans les couples, par exemple, un homme et une femme, c'est très intéressant de voir comment ça... Voilà, essayer toujours de laisser à la femme la place aussi, par rapport à ce que dit l'homme. C'est très probant quand on a un couple qui parle ensemble. La manière dont on va dire quelque chose, l'homme va situer la femme quelque part. C'est très intéressant de... Donc vous êtes la première metteuse en scène acadienne. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non. Mais par contre, peut-être la première, non pas la première metteuse en scène acadienne, je ne pense pas, mais par contre, peut-être la première fois que quelqu'un qui fait une très longue analyse, comme moi, avec la même personne, puisse en témoigner quelque chose dans un objet artistique théâtral. Le reste, je ne sais pas. Peut-être que c'est la première fois. En tout cas, dans ce désir de toucher à une vérité. De toucher à une vérité, peut-être pas, mais quelque chose de vrai. Quelque chose, quand j'ai écrit, quand on a fait le texte, on a vraiment, je disais, mais il faut pas trop le bidouiller. Évidemment, ça a été bidouillé, mais il ne faut pas trop bidouiller par rapport à ce que j'ai écrit. C'est là peut-être que c'est différent. Enfin, c'est que j'ai repris vraiment ce que j'avais écrit. Je n'ai pas fait de travail de me dire, ah oui, d'accord, il y a eu cette construction logique-là. Je suis partie de ce que j'avais écrit. Mais c'est quand même un témoignage. Oui. C'est un témoignage qui transmet beaucoup de choses et qui peut résonner chez d'autres. Parce que faire une analyse, c'est une expérience unique, mais en même temps, on retrouve des choses qu'on va rencontrer, des choses qu'on ne connaît pas, qu'on va savoir qui on est. Comme vous dites au début, je trouve ça très juste. Au fond, on peut aller voir un analyste parce qu'on souffre de quelque chose, mais en réalité, on veut savoir qui on est. C'est pour ça qu'on y va, c'est pour ça qu'on continue à y aller, peut-être. C'est qui continue. Et donc, je pense que vous mettez en scène beaucoup de sujets qui sont très parlants pour les gens qui font une analyse. L'horreur de savoir aussi, par exemple, ce qu'on appelle à la fois elle veut savoir et à la fois elle ne veut pas savoir. Et vous montrez très bien que ce n'est pas le même type de savoir que celui qu'on va rencontrer dans les livres. C'est un savoir sur soi-même et il faut payer le prix dans son propre corps. Vous montrez très bien, je trouvais ça très juste, la façon dont vous sortez de chaque séance. La façon dont vous regardez l'analyste. Parfois, vous êtes contente, parfois vous êtes effrayée, parfois vous êtes fâchée. Mais vous la regardez toujours avec une certaine admiration. Donc, vous savez que là, il y a quelque chose malgré tout. Donc, je trouve ça très intéressant. En tout cas, on arrive à sentir ça très bien. Dimanche dernier, on a fait aussi une rencontre. Il y a une jeune femme qui a dit... Pour moi, ce spectacle, il n'avait pas fait d'analyse, pour moi, ce spectacle parle de la féminité. Voilà. Il raconte, pour elle, ce spectacle raconte comment on est petite fille, comment on est petite fille femme, enfin, comment on devient femme. Et je lui ai dit, en fait, moi, c'est les spectateurs qui m'ont appris que ce spectacle était une question sur la féminité. C'est ça. Parce que moi, je ne le savais pas. Donc, du coup, c'est vrai qu'il ne s'agit pas seulement de le dire, mais voilà, l'endroit où on ne sait pas forcément exactement. Il y a quelque chose qui est par rapport à un objet qui consiste à essayer de construire quand même. Vous avez ces 3 temps que vous appelez découvrir, comprendre et ensuite réduction. Donc, c'est des mots qui nous parlent concernant ce que peut être un parcours analytique.
ce qui est précieux, au-delà du témoignage personnel de votre histoire, effectivement, qui peut toucher à chacun, et en même temps, on sait que quand on arrive à toucher quelqu'un, c'est sur un point commun et non pas sur un point d'intimité, donc c'est un exercice difficile. Et ce qui est par contre très bien transmis, c'est ce que disait Lacan de la psychanalyse, que c'était un lien social différent de tous les autres liens sociaux. C'est-à-dire quelque chose qui est un lien à deux, qui est nulle part ailleurs dans l'existence. On peut avoir des relations à des maîtres, mais quelque chose de ce qui se joue là, et je trouve que c'est très bien rendu, parce qu'il y a ce dynamisme qui est votre partenariat, vous allez me dire comment vous allez travailler, il y a quelque chose de cette présence de l'analyste, ce que vous avez mis un peu en présentation, que je trouve très réussi. C'est vraiment la présence en acte de quelqu'un que finalement on voit 3 minutes 2 fois par semaine, ou 3 fois, je ne sais pas quelle est votre histoire, et vos nombres de séances, c'est peut-être un peu plus que 3 minutes parfois, mais combien ça compte et ça laisse des traces par rapport au déversement contemporain de la parole, des messages, de tout ce qu'on peut lire de cette parole qui est multipliée. Et là, il y a quelque chose, et c'est propre à l'analyse, effectivement, c'est en chair et en os, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une analyse par tweet ou par téléphone ou quoi que ce soit, ou même, il y a quand même la présence que vous incarnez superbement, et il y a quelque chose d'un lien, et ça, je trouve que pour ça, la pièce est vraiment réussie, parce qu'il y a sûrement cette réduction que vous avez faite qui permet qu'on ait ce raccourci des séances d'une certaine manière qui garde leur efficace sur vous, et j'aime beaucoup les moments où vous reprenez les effets de l'énigme sur laquelle vous a laissé la méchante dame, qui vous a laissé avec un truc à travers la gorge, et comment vous faites témoigner du travail de ce que c'est que rencontrer un signifiant qui fait énigme pour le sujet, alors que c'est vous qui l'avez prononcé. Et ça, c'est un témoignage dans l'analyse qui est très précieux. Dites-nous quelque chose. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'abord? Peut-être comment vous avez construit votre personnage, comment vous êtes inspiré. Inspiré. D'accord. D'accord. J'ai passé des heures à écouter, écouter des témoignages, des archives audio et vidéo, qui est répertorié à un homme valeureux, là. Et j'arrivais pas à en décrocher, c'était pire qu'une série américaine. J'étais totalement accro à la... Ah non, je vous jure. Et vraiment, c'était parce que bon, moi j'ai pas fait de psychanalyse, donc j'allais quand même un peu m'intéresser à ces hommes et ces femmes qui d'abord nous aiment beaucoup, alors ça m'a bien plu, et qui sont sans cesse en travail par rapport, et toujours en avance sur nos problématiques en fait de vie, de guerre ou de médias, enfin d'influence des objets sur nous, et qui sont toujours en séminaire, en questionnement, en congrès, et qui eux-mêmes se mettent en cure donc à un moment donné, je les appelais les valeureux et les valeureuses. Voilà, comme ça c'était dit. Et puis oui, vraiment, c'était et ce qui était très intéressant, parce qu'au théâtre, bon, on est toujours on connaît notre texte, on sait comment l'histoire doit se raconter, quand une fois que le metteur en scène a bien voulu nous l'expliquer. Donc on obéit à une trame assez bien dessinée. Et alors que là, il fallait rester en fait du côté de l'écoute, presque du spectateur. C'est-à-dire ne jamais être dans l'anticipation de ce qui allait se dire de la part de l'analysant, c'est comme ça que ça s'appelle. Et il fallait qu'il y ait cette position toujours d'écoute. Et ça, c'est pas facile, hein. Il a fallu que je me concentre là-dessus. Parce que ça fait qu'on écoute tous les jours, à chaque représentation différemment. L'enjeu émotionnel qui se joue ce jour-là. Et donc ça ne se joue jamais pareil. Et ce qui est très intéressant, c'est la différence qu'il y a des publics. C'est qu'à un moment donné, on se met à écouter ensemble l'analysante. Donc on a une espèce de relais comme ça, par ce que représente l'acteur analyste, d'écoute.
Et c'est c'est la première fois moi, que j'éprouve ça en scène et en construction de personnages, et c'est très intéressant. Parce qu'on est tout le temps, en fait, on ne sait jamais. Voilà, on est dans l'ignorance de ce qui va se dire, émotionnellement. On connaît les mots, on ne connaît pas l'émotion qui va arriver. Voilà. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est vraiment la position de l'analyste. Vous avez trouvé exactement la position qui est très difficile à occuper et à trouver. Mais le public a ça aussi. Sur ce spectacle, c'est très agréable. C'est que bon, c'est une fiction. Moi, je suis du côté de la fiction pure. Mais ce qui est très agréable, c'est d'être comme ça, ensemble, en train de voir se jouer quelque chose dans la vie de l'autre. Toujours en fiction, mais qui quand même a été donné en partage. Voilà. Oui, parce qu'on pourrait croire que le public va s'identifier au sujet, à l'analysante. Alors qu'il y a aussi, on entraîne un peu le public à écouter comme un analyste. Oui, c'est ça que vous dites, je pense. C'est ça qui est intéressant. Finalement, on va écouter le personnage comme un analyste. Donc, ça, c'est un effet très intéressant. Oui, c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est-à-dire, est-ce que vous sentez des publics différents dans la manière d'écouter? Puisque vous avez l'air de dire que chaque soir c'est différent, que le public avec vous à un moment donné se met dans l'écoute que vous avez. Est-ce que vous ressentez des publics différents ou pas? Oui, de toute façon les publics sont toujours différents, mais ce qui est très curieux, ce qui est tout à fait notable là par rapport à ce spectacle, c'est qu'on ressent davantage leurs humeurs que par exemple pour un bourgeois gentilhomme. Parce que ça touche à l'émotion, justement, je crois. Et du coup, alors, on a des publics douceurs, on a des publics qui ne rient pas du tout, mais qui sont très en écoute, il y a des publics qui rient tout le temps. Et c'est vrai. Il y a des publics qui d'un coup, se mettent presque... je sais pas comment... oui, c'est très, très agréable, parce que à chaque public, son émotion. D'abord, je voulais dire, par rapport au public, j'écoutais François Rouen, qui est un artiste que Lacan avait cité, reconnu à un moment. Et il était interviewé lors d'une rencontre au théâtre de la Criée il n'y a pas longtemps. Et donc j'ai écouté. Et alors il a dit une chose que j'ai trouvée très belle. Je ne vais pas vous répéter tout ce qu'il a dit, mais ce que j'en ai retenu, c'est que finalement un tableau, une œuvre, enfin, lorsqu'il y avait quelque chose qui se passait, eh bien il y avait une faille qui s'ouvrait. Et finalement, le spectateur, il déposait une part de son intimité, qu'il en sache quelque chose ou pas. Et j'ai trouvé, en fait, c'est ça qui m'intéresse avec ce spectacle, c'est que finalement, à travers aussi ces rencontres, c'est que le spectateur, finalement, il y a déposé une faille, il y a déposé un bout de son intimité, quelque chose de son intimité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert dans le spectacle et qui permet au spectateur d'y déposer quelque chose de l'ordre de son intimité. Et François Rouen disait, quelquefois il le sait, quelquefois il ne le sait pas, et ce n'est pas ça. Et j'ai trouvé que c'était très, très probant. J'ai beaucoup travaillé les paroles des chansons. Je me suis inspirée, par exemple, pour le premier, Le Petit Cabinet, je me suis inspirée des interviews qu'avait fait Jacques-Alain Miller à France Culture, que j'ai trouvé extraordinaires. Donc voilà, sur cette idée un peu du... J'ai beaucoup travaillé ces paroles parce que je voulais qu'elles disent quelque chose qui n'est pas forcément, que j'avais pas forcément envie de dire d'une manière logique dans les séances ou quoi. Donc par exemple The Kiss of Life, l'objet, j'avais envie de dire des choses, mais d'une autre manière, voilà, une manière plus poétique où les gens puissent rentrer, je parle, sur le rêve, le réel, voilà. C'est composé d'une manière, la composition, lui il se dit compositeur contemporain, de la musique contemporaine, et en même temps quelque chose qui est plus de l'ordre de la chanson. Oui. Voilà, c'est plus de la chanson. Mais en même temps... Ce qui est intéressant, c'est l'autre niveau que vous attrapez du langage, justement. C'est-à-dire que c'est pas la parole adressée, la parole qui fait sens, mais vous essayez d'attraper à travers
le chant quelque chose d'un langage qui est peut-être plus du côté de ce que Lacan appelait la langue, c'est-à-dire quelque chose qui chante, quelque chose qui... Je pense que c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez... Comment a été fait la sélection des textes, parce que je pense que c'est quand même une tentative de faire entendre un autre type de parole, puisque finalement la parole analysante qui s'adresse à l'analyste, elle a des niveaux différents. Il y a le niveau de l'intention de signification, qui est vouloir dire, hein, il y a la surprise de ce qu'on ne voulait pas dire et qu'on dit malgré soi, et que les scansions, et entre autres, ou même le travail analytique permet d'entendre. Et il y a cette dimension de la langue qui est plus du côté de quelque chose qui est ce qu'on appelle un peu l'autisme de la langue, et je pense qu'il y a quelque chose à travers, au-delà des interrogations que vous avez choisies, qui est touché, enfin qui a essayé d'être porté par la musique. D'ailleurs, la musique est un objet qui vise la voix, c'est-à-dire quelque chose justement qui n'est pas du côté du sens, mais plus du côté de cet objet qui fait partie des objets dont vous parlez dans votre spectacle, autour de l'objet Tita. Voilà, c'en est un, et d'ailleurs il a une place particulière, parce qu'il y a quand même cette histoire du cri à la fin, qui est éminemment une voix hors sens, qui dit quelque chose d'une autre, en tout cas. Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que vous arrivez à mettre en scène non seulement les échanges avec l'analyste, mais aussi les associations que vous faites en sortant de la séance. Vous mettez en scène ce qui peut arriver après une séance, après cette énigme qu'on a rencontrée, et comment on doit se débrouiller avec ça. Vous débrouillez, vous manipulez ça jusqu'à ce que vous trouvez quelque chose ou que ça vous parle. Donc je pense que c'est l'une des valeurs de la pièce, de mettre vraiment en évidence que quand on va aller raconter quelque chose, mais finalement on est en train de dire une autre. Et c'est ça qui distingue une conversation avec un analyste d'une autre conversation, ou d'un bilan de compétences, ou d'autres choses, où on va dire ce qu'on sait et on va un peu nous rendre ce qu'on sait un peu sur nous-mêmes, mais peut-être mieux formulé. Là, on va vraiment, comme fait cet analyste, on va rencontrer quelque chose d'autre, l'équivoque par exemple. Vous dites sacré quoi? Alors, sacrément. Voilà, du coup, on est embarqué vers autre chose. C'est ça c'est un peu ça l'idée. Que les séances sont courtes, peut-être qu'il faut dire un mot de ça. Bon, ça ne dure pas toujours 3 minutes, je rassure le public. Mais l'idée, c'est que la scansion fait partie de la séance, qu'il ne s'agit pas de rester une quantité fixe de minutes, ce qui amènerait un ronron à resservir les mêmes choses, et finalement les effets intéressants, ça stopperait. Comme il y a un moment où l'analyste dit « Ouh, j'ai raté mon coup ». Bon, ça arrive aussi. Hein, mais à un moment où ça s'arrête, c'est là que c'est l'important, et c'est là qu'on va chercher finalement. Pas quelqu'un qui nous écoute une demi-heure complète. Parce que ça, comme dit Philippe, les flots des paroles d'aujourd'hui, avec tous les moyens techniques, on a de quoi faire. On n'a pas besoin d'aller chez l'analyste pour ça. Donc, et on n'a même pas à payer. Donc, on va pour chercher justement une scansion, que ça nous relance sur autre chose, que ça nous fasse découvrir quelque chose de nouveau. Je pense que la pièce le montre très bien. Et ce qui peut être aussi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que ce dont vous parlez, cette équivoque du langage, elle continue à se faire en travaillant. C'est-à-dire que quasiment à toutes les fois où on a joué, tout d'un coup, je réalise qu'un mot veut dire autre chose au moment où il est dit, alors que je ne l'avais pas écrit, ni pensé, ni vécu dans mon analyse. C'est juste en l'entendant. Et c'est très fort de vivre ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet qu'on a fait, il continue à travailler. Oui, parce que c'est ça. L'idée, c'est que l'analyse se fait dans les séances et en dehors aussi. Et une fois qu'on a commencé, ça ne se termine plus. Moi, dans l'expérience que je fais de transmettre ce que j'ai trouvé dans mon analyse, je continue à trouver des choses. On continue tout seul, mais ça continue à évoluer. C'est un peu ce que vous dites de toutes les représentations. Et même à chaque fois qu'on témoigne, c'est un autre effet. Ça nous fait un autre effet. On trouve de nouvelles choses. C'est ça qui est intéressant.
souhaite poser une question. Au-delà de la question, pardon, non, on va passer. Au-delà de la question, saluer d'abord la dimension artistique qui m'a moi particulièrement intéressé, parce que je pense que nous avons là bien sûr du théâtre documentaire, mais surtout spectaculaire, sensible, poétique, qui ne se contente pas de passer un témoignage. Alors bien sûr, il est flagrant, il nous parle, mais je suis un spectateur ravi en tant que spectateur. Peut-être que je suis un bonhomme qui a été touché, qui va être pensé, sûrement. Après, pendant aussi. Mais je crois qu'il faut d'abord le voir, c'est ce que j'ai envie de dire surtout, comme un spectacle particulièrement attractif, sensible, réussi. Je suis épaté et stupéfait par ce que vous dites sur le fait que vous travailliez en continu le texte. Je me demande et je comprends quand votre partenaire Isabelle disait qu'il faut être attentive aux réactions de la charge émotionnelle que vous mettez, mais ça doit être hyper dur, quoi, quand l'autrice voit s'échapper comme ça, c'est le sens qu'elle donnait à son texte, et c'est en fait ma question, c'est comment vous retenez le texte, toutes les deux, ou est-ce que c'est pas une question qui se pose, il file et ça le fait? En fait, on fait un truc par prudence, c'est qu'on se fait une italienne tous les jours. Donc on l'a joué 100 fois là déjà. C'est-à-dire qu'on se fait une italienne tous les jours parce qu'on ne sait jamais si elle était peut-être fui dans la nuit, on se dit. L'italienne, ça passe que c'est. Ah oui, l'italienne, c'est dire le texte voilà, sans intention, mais à vitesse un peu accélérée pour que le pilotage automatique interne se mette en route. En gros, c'est ça. Voilà. Et donc on a besoin, depuis le début, on fait ça. Mais il m'arrivait de me perdre complètement. Hein. Il m'arrivait d'être complètement perdu parce qu'il y a 34 séances. Non, dans le spectacle. Il y a 34 séances. Et il m'arrivait de confondre complètement et de paniquer complètement, de sauter une séance et de où est-ce que j'ai sauté, qu'est-ce que j'ai fait pendant que je jouais, qu'est-ce que j'ai fait. Donc c'est toujours une panique. On fait cette italienne. Après moi je reviens ici, je refais tous les passages un peu toute seule, pour justement me permettre de lâcher au niveau des mots, justement, de pouvoir, je ne le fais pas tout le temps. Parce que je ne peux pas la rattraper en plus. Là, c'est un truc aussi très dans ce spectacle, c'est qu'on ne peut pas rattraper son partenaire. Vous n'auriez pas dû me parler de ça. Elle ne sait d'ailleurs pas l'ordre des séances quasiment. Mais même le langage des signes, c'est impossible. Donc, c'est se permettre ça, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au début, mais c'est toujours... D'ailleurs, laisser justement un mot dans son équivocité, ça ouvre un peu l'inconscient. Tout d'un coup, on est dans une espèce de... On est un peu tremblant, comme ça, on ne sait pas très bien où on est, et tout d'un coup, waouh, quelque chose s'est ouvert et on ne sait plus où on en est, quoi. Et voilà. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, parce qu'au théâtre, quand on joue, je veux dire que la scène tient quand on tient avec le partenaire. Et alors quand vous dites on ne peut pas rattraper le partenaire, alors là, moi je sens la panique m'envahir, parce que comment faire? Si elle se trompe, qu'est-ce que vous faites? Transpirer. D'accord. Comme une bête, ça ne sert à rien. Mais les fois où elle s'est trompée, les fois où elle a paniqué, comment vous avez réagi? Comment ça s'est... À bouger. Voilà. Total du silence. Asseyez-vous, tranquille. Oui. C'est zen, c'est vraiment ça. C'est ce qu'il faut faire. C'est là. Ta présence. La présence de l'analyste, c'est ça? C'est ça aussi, non? Mais moi j'ai gagné aussi par justement, c'est-à-dire qu'au contraire, j'y ai gagné en concentration, bizarrement. Au contraire. C'est-à-dire laisser cette possibilité aux mots d'être finalement des signifiants, des vrais signifiants. J'y ai gagné en concentration, j'y ai gagné, je pense, j'ai gagné en étant vraiment dans le langage finalement.
qui est ça, le langage, accepter ça. Et finalement, au contraire, que j'avais plutôt tendance à tout d'un coup me dire ah ben hop, tout a défilé, j'ai rien, voilà. Alors que là, au contraire, ça c'est, j'ai réalisé ça maintenant, et d'ailleurs je le réalise en vous le disant, mais ça s'est un peu calmé, et tout d'un coup, je pense qu'on y gagne, au contraire, à être là-dedans, dans ce langage-là. Il y a quelque chose dans le spectacle, au moment où vous parlez de ça, et bon, alors je ne sais pas si c'est comme ça que je l'ai entendu, hein, mais il y a quelque chose où vous parlez de la réalisation du spectacle en même temps que vous êtes en train de le faire, c'est ça? Et vous dites, je perds un morceau de moi. Est-ce que c'était bien donc, dans le sentiment que vous aviez à chaque fois, est-ce que vous l'avez quand vous jouez, quelque chose de cette façon de le dire, hein, c'est une sorte d'éprouvé? Ouais. Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui se vide, ou qui ne se vide jamais complètement, ou qui se vide. En tout cas, c'est sûr que de pouvoir continuer à réfléchir, c'est-à-dire en fait, je lis le livre de Clotilde Guil sur le jeu et l'identité, et là elle parle, Clotilde Guil sur le jeu et la traversée des identités. Et donc là, elle parle de ce qui est de l'ordre du symbolique. Voilà. Et tout d'un coup, je pense que réaliser le nounou, par exemple, réaliser le nounou, en être vraiment, tout d'un coup, comprendre cette chose-là, en fait, finalement, je pense que c'est surtout sur scène que ça se passe pour moi. Et j'ai eu des longues années d'analyse où j'avais pas du tout compris cette chose-là. Je n'avais pas comprise. Et voilà, et en fait, cette chose-là se manifeste sur le plateau, surtout pour moi, sur le plateau. Et Clotilde Guil dit que ce moment où on réalise ça, c'est un passage dans l'analyse, un vrai passage. C'est pour ça que j'ai tenu à mettre cette séance du nounou, parce que vraiment, elle montre ça, je trouve, vraiment, quoi, où tout d'un coup... C'est-à-dire qu'entre l'analyste et l'analysante, ce qui est très réussi dans ce spectacle, c'est que vous êtes trois. Il y a le langage, et l'équivoque, et l'épaisseur du langage, qui fait que vous n'êtes pas deux partenaires. Il y a trois personnes. Enfin, au moins, ce que dit Lacan d'une séance analytique, c'est qu'il y en a au moins trois. Et donc, on le saisit très bien là. Et il y a des effets de répétition, il y a quelque chose qui se dépose, où vous avez affaire à quelque chose toutes les deux, qui est sur lequel on bute et qui résiste, qui revient, qui recommence et qui se dépose petit à petit au fur et à mesure des séances. Et ça, je trouve que c'est vraiment réussi. C'est hors sens. On ne cherche pas. Nous, enfin, on s'en fout, mais on peut trouver plein de sens. Mais c'est pas ça l'important. C'est qu'il y a un suspens du sens. Et ça, c'est très perceptible. Tout à fait. Est-ce que... quelque chose, quand vous disiez que parfois vous ne pourrez pas la rattraper, qu'elle change de séance et du coup ça change un peu. Toujours à la retrouver. Parce que ça me fait penser à... Il y a une référence de Lacan qui dit que l'analyste doit être près du trou du souffleur. Avant, il y avait dans les théâtres, si j'ai bien compris, une petite ouverture où il y avait le souffleur qui soufflait le texte aux acteurs. Là, vous n'avez pas le souffleur, mais vous devez être près du souffleur parce que pour la suivre, il faut un peu faire ça. En fait, c'est le temps d'écoute là qui permet de... Pas tout à fait pareil quand même. Il va falloir que je révise mon Lacan là. Je suis pas d'accord. Mais oui, parce que c'est pas, on peut pas souffler justement. On peut juste. C'est elle qui vous souffle. Voilà. Vous disiez. Voilà. Ah oui. Comme dans les autres pièces où la réplique va rappeler. Oui. Ah oui, j'avais pas compris. Qui ne se rappelle pas, n'est-ce pas? L'autre va lui rappeler un peu ce qu'il fallait dire, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris, ça fait partie du jeu théâtral
habituel, entre bons que vous connaissez partenaires, bien. normalement Voilà. c'est comme ça qu'on fait. C'est ça. Et là, on va plus près de quelque chose comme ça, c'est-à-dire, finalement, c'est elle le souffleur. Voilà. Vous la suivez, elle. Ouais. Vous ne pouvez pas la Moi, j'ai faire, pas de- la pas de rattraper. savoir. Voilà. Je voulais vous poser une question sur après un spectacle comme ça, qu'est-ce qui vous vient? Est-ce que vous êtes déjà au travail d'un nouveau spectacle? Vous disiez que vous voulez ce théâtre proche de la vérité, voilà, sûrement de l'expérience. Est-ce que vous avez déjà quelque chose en route, que vous avez un choix de texte ou quelque chose que vous imaginez pour prendre la suite de Nouveau Genre? Bon, déjà, en décidant de travailler sur ce spectacle, en décidant de faire ce travail de l'écriture, j'ai commencé un peu à m'approcher de la théorie. Donc cette année, je me suis inscrite à la fac, je suis des séminaires à Paris. Donc voilà, j'ouvre une porte. Et voilà, j'ai pu la refermer. Après, qu'est-ce qui va se passer exactement? Oui, j'écris toujours, j'écris autour de l'amour, j'aimerais travailler autour de l'amour, autour des identités aussi. Voilà, donc j'avais fait un travail autour d'Othello, ça brasse beaucoup, hein. On brasse plein de choses, et puis ensuite on en tire une petite, et puis on poursuit. Mais c'est sûr que l'orientation psychanalytique et autour des textes de Lacan et autour de ce qu'en disent les psychanalystes, ça va plus me quitter, parce que je pense que aussi c'est une manière de voir, de comprendre le monde qui nous entoure et d'essayer d'avoir une lecture autour de ça, de ce monde qui nous entoure, qui est un peu ordonné, enfin d'y comprendre un peu quelque chose, parce que c'est vrai qu'on a du mal à se dire mais qu'est-ce que j'y comprends et qu'est-ce que les autres y comprennent? On se dit, voilà, ils comprennent rien, quoi. C'est quand même compliqué d'essayer d'y voir clair sur tout ça, même les questions du genre, enfin toutes ces questions. Donc voilà, je pense que d'avoir un éclairage autour de la psychanalyse, c'est ça qui m'intéresse. Juste vous demander, Nouveau Genre, le titre là, j'avoue que moi ça me perturbe un peu par rapport au contenu du spectacle. Je voulais savoir comment le titre vous était venu. Bon, le titre il m'est venu parce que j'avais envie de travailler sur le genre. Ça c'est sûr. Et puis ensuite, donc je me suis intéressée à ça. Et je me suis dit, mais en fait, la question du genre doit, pour moi, s'accrocher à la question du désir. Donc, la question du désir, comment je vais en parler? Et donc, si ce n'est que le mien, que donner une vérité, quelque chose qui s'ancre de mon désir. Donc en fait, j'ai fait marche arrière, tout en gardant l'idée du genre. Après, j'ai retenu une formule que quelqu'un avait dit dans un colloque. Il avait dit nouveau genre en parlant peut-être justement d'un genre orienté de la psychanalyse. Donc je me suis dit, ben voilà, on va faire ce jeu-là autour d'une orientation, enfin un nouveau genre orienté de la psychanalyse, mais en même temps, je pense qu'aussi la question de qu'est-ce qu'une femme, c'est aussi s'ancre aussi dans la question du genre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait de moi que je peux me sentir femme? Il y a quand même, c'est un sacré bout de chemin parcouru, et c'est pas parce que on se dit oui, je suis une femme, mais bon, je me sens pas du tout une femme. Je sais pas, voilà. Vous dites au début du spectacle, quel genre de femme suis-je, quel genre de personne êtes-vous? Donc il y a quand même, vous déclinez la formule, vous lui donnez une autre signification. Vous faites un peu comme l'analyste dans les séances qui l'équivoque, qui le décline, qui le déplace, qui finalement va arriver à autre chose. La question de la féminité, justement, comment on devient une femme? Est-ce qu'on est une femme comme la femme que la mère a été, comme la femme que la mère voulait être? Parce que ça, on l'entend un peu dans la pièce aussi. Dans l'échange, la réponse de la mère qui dit qu'elle aimait bien les cheveux courts, etc., qui voulait aller à la pêche comme les garçons.
Donc là, comment on est un peu prisonnier, ça c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on découvre dans une analyse, qu'on a les conceptions de nos parents, les traumas de l'étang et plus les traumas de la mère que de la fille, parce qu'elle ne se rappelle pas. Donc on va vers des choses comme ça. Comment on a les traumas de nos parents ou les souffrances de nos parents se sont incarnées en nous. Et d'une certaine façon, on va essayer de s'en dépatouiller avec ça. Vous dites un peu des choses. Le personnage de l'analyste dit des choses dans ce sens. Ce qui intéresse, moi, ce que j'entends peut-être à tort, c'est de toute façon, ce n'est pas du côté du féminin ni du masculin dans le sens homme-femme. C'est-à-dire que ça touche le genre tel qu'il est évoqué là n'est pas défini par rapport au sexe. Voilà. Donc on est aussi bien masculin que féminin et les portes sont ouvertes pour tout le monde d'y trouver entre guillemets son compte dans cette affaire. C'est ça. Et c'est ce qui m'a plu aussi quand je l'ai lu, c'est que personne n'est agressé dans cette histoire et que pour une fois il n'y en a pas qui se tape le gros cajou à porter là, de la responsabilité. Donc ça c'est ça qui m'a plu si quand je l'ai lu. Et du coup, tout le monde s'y retrouve et chacun dans son intimité trouve sa définition de son nouveau genre ou son ancien genre ou son genre à venir, et chacun l'entend comme il veut, en fait, il me semble. Voilà. Oui, la question de qu'est-ce qu'une femme quand elle est prise dans les apparences aussi, dans ce qui le masque, et que donc qu'est-ce qu'une femme alors? Ok, c'est elle aime être vue, elle s'habille comme ci, comme ça, la question des apparences, et qu'en fait on réalise en analyse que il y a aussi les petits objets merdiques, il y a tout ce qui nous relie au pire. Enfin, au pire, voilà, et que en fait les deux choses, quand elles reviennent ensemble, ça fait des étincelles, ça grince, voilà, il y a une sorte de sidération aussi. C'est aussi ce que j'essaye aussi de montrer ça à la fin des séances en ce moment. Ça m'est venu comme ça, mais je me suis dit, c'est pareil, c'est ces étincelles-là, tout d'un coup, ça colle pas ensemble, ça colle pas. Il y a quelque chose qui Sidération et lumière, c'est comme ça que Freud reprend l'analyse du mot d'esprit, quand un auteur avait nommé ça comme ça, sidération et lumière. C'est à la fois la sidération, c'est-à-dire je ne pense plus, et en même temps l'effet de lumière. Il y a quelque chose comme, je vous propose ça, c'est-à-dire que dans le mot d'esprit, il y a quelque chose de la rencontre avec un hors-sens qui fait sens quand même. Si c'était du pur hors-sens, ça ne fait pas mot d'esprit, mais c'est ce décalage entre l'effet de sens et l'effet de pas de sens qui produit et qui ne passe que par le langage. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un signifiant qui peut produire ça. Non, pour revenir à la question des genres, c'est vrai que c'est tout un programme, mais au fond, l'idée c'est que chaque femme doit inventer comment elle veut être une femme. Et c'est ça qui est difficile, parce que si on devait s'inspirer de la mère qu'on a eue, ou de la tante, ou de la grand-mère, ça serait plus facile. Mais finalement, ça ne colle pas non plus. Donc c'est de ça dont il s'agit. Il vaut mieux pas, voilà, exactement. Mais c'est la même chose pour les hommes. C'est la même chose pour les hommes. Exactement. Oui, parce qu'au fond, les gens... Il me semble, vu de loin, comme ça, il me semble qu'ils ont ce petit souci, qu'en pensez-vous? C'est tombé sur moi du tout. Il faudrait développer, parce que il y a quand même, justement, dans la question de la fraternité et de la sororité, par exemple, les hommes et les femmes ne se situent pas de la même manière. Il y a quand même une distribution. Il ne s'agit pas d'en faire un mieux, bien sûr, c'est pas de ça dont il s'agit, mais il y a quand même une distribution qui est différente. Il y a quelque chose de l'inscription dans ce qu'on appelle les discours
où Lacan disait que l'homme s'inscrit, trouve son identification du discours et uniquement du discours, alors que pour la femme, elle ne peut pas s'appuyer que sur le discours pour trouver cette identité. Donc il y a quelque chose... Voilà, c'est au-delà. La question qui est intéressante, c'est quand est-ce que c'est au-delà d'une identification, c'est-à-dire au-delà des semblants qui sont proposés, du genre, voilà. Et je trouve que vous, justement, enfin, la façon dont vous transmettez votre expérience, on voit que ça se déplace. C'est-à-dire qu'au début, c'est très présent, c'est la petite fille qui veut pas qu'on lui coupe les cheveux, avec vous évoquiez de la mère, bon, voilà. Mais je trouve que, sans analyser ce que vous livrez, mais je trouve que justement, à la fin, on voit bien que ce dont il s'agit, c'est plutôt du côté des traumas, des séparations, de quelque chose qui est quand même moins est-ce que je suis une femme ou pas une femme, mais quelque chose de beaucoup plus intime, voilà, qui vous décale un peu de cette question de pouvoir coller à une identification quelle qu'elle soit. Et je pense que là, c'est assez réussi parce que le traumatisme et ce que vous évoquiez de la perte de cet homme, voilà, c'est deux, et ce que ça réveille du côté du traumatisme de l'enfance, quand même quelque chose de la rencontre entre réel et fantasme, la mort possible d'une petite sœur. Voilà. Et là, je dirais que je donne la parole à mes collègues, bien sûr, mais je trouve que on touche plus à quelque chose qui est causal, puisque nous, notre recherche, c'est quand même des codes de la cause freudienne. On est quand même toujours à chercher la cause. C'est ça qui fonde notre rapport à la psychanalyse. Ça reste quand même ça, et je trouve que pour ça, le spectacle est bien aussi, justement parce que vous ne vous focalisez pas sur dire voilà, je peux être une femme ou pas une femme. Après, si c'est pas indiscret, est-ce que ta vraie psychanalyste a vu le spectacle? Et si oui, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Pas obligé de répondre. Pas obligé de répondre. Alors, elle a vu le spectacle et elle a dit que le spectacle était très lacanien.